Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes un collectif de 3 professeurs de lettres histoire géo en lycée professionnel. Nous allons vous proposer une série de vidéos pour vous préparer au mieux à vos futurs examens. On essaiera de produire des cours dynamiques, synthétiques, toujours dans le respect de vos programmes. Ceci ne remplacera jamais vos véritables cours, ni vos véritables professeurs. Voyez ceci comme une sorte de complément, d'alternative à vos connaissances actuelles. N'hésitez surtout pas, dans l'espace commentaire, à nous poser n'importe quelle question. Nous les regarderons et nous y répondrons. Bon visionnage et bonne révision. Nous allons, dans une série de 4 vidéos, vous proposer le premier objet d'étude d'histoire en terminale, bac professionnel, les États-Unis dans le monde entre 1917 et 1989. Vos connaissances acquises un petit peu plus tôt, par exemple entre la Triple Entente et la Triple Alliance, nous serviront de base pour la construction de ce cours. C'est que, en réalité, en 72 ans, il s'en est passé des choses, surtout au niveau des États-Unis. Nous allons traiter cette évolution sous 4 angles différents. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et enfin, comment les États-Unis ont-ils pu imposer leur American Way of Life. Tout ceci pour répondre, de manière la plus complète possible, à la problématique qui va nous animer durant toute cette séquence. Comment les États-Unis sont-ils parvenus à imposer leur hégémonie économique et politique durant cette période? Congrès des États-Unis, le 2 décembre 1823. James Monroe, 5e président des États-Unis, prend la parole. Le continent américain se veut libre et indépendant et n'a pas vocation à être colonisé par les puissances européennes. C'est ce qu'il dit. Mais il ne s'arrête pas là. Il affirme aussi que les USA ont vocation de ne pas interférer dans les conflits européens à venir, sauf en cas d'ingérence vis-à-vis de sa patrie. La volonté américaine est claire, chacun chez soi, et on n'interfère pas dans les affaires des autres. Cette position des États-Unis a un nom très important même, il s'agit de l'isolationnisme. Bon, le terme n'apparaît que dans les années 30, mais l'idée est bien là. Sarajevo, le 28 juin 1914. François-Ferdinand d'Autriche et son épouse sont assassinés en Serbie. En réalité, ce couple était le couple héritier de l'empire d'Autriche-Hongrie. Cet empire se sert de cet événement comme prétexte à déclarer la guerre à la Serbie. Par le jeu des alliances, la Triple Entente, la Triple Alliance, l'Europe s'embrase et la Première Guerre mondiale est ainsi déclarée. Congrès des États-Unis, le 2 avril 1917. Woodrow Wilson, le 28e président des États-Unis. Alors, aux États-Unis, on aime bien compter. George Washington était le premier président, Trump le 45e, Wilson, c'est le 28e. Donc Woodrow Wilson prend la parole et il prend surtout une décision absolument historique. Les États-Unis cessent leur neutralité et interviennent en Europe. Alors pourquoi ? Pourquoi ce revirement de situation? Pourquoi abandonner la doctrine Monroe? Le discours du 2 avril 1917 du président Wilson va nous aider à comprendre. Vous trouverez le document, ce document-ci, dans la description de la vidéo. La guerre actuelle de l'Allemagne contre le commerce est une guerre contre l'humanité. C'est une guerre contre toutes les nations. Des navires américains ont été coulés et des vies américaines ont été perdues dans des circonstances qui nous ont fortement remués. Notre mobile ne sera pas la vengeance ni l'affirmation de la force physique de notre pays, mais seulement la revendication du droit. Je recommande au Congrès de déclarer que la conduite récente du gouvernement impérial allemand n'est, en fait, rien de moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États-Unis. D'accepter officiellement la position de belligérant qui lui est ainsi imposée et
de prendre des mesures immédiates, non seulement pour mettre le pays dans un état plus complet de défense, mais aussi pour exercer toute sa puissance et employer toutes ses ressources afin d'amener à composition le gouvernement allemand et, par là, de terminer la guerre. La neutralité n'est plus possible, ni désirable, quand il y va de la paix du monde et de la liberté des peuples. Et la menace, pour la paix et la liberté, gît dans l'existence des gouvernements autocratiques, soutenus par une force organisée qui est entièrement entre leurs mains et non entre celles du peuple. Nous sommes heureux de combattre pour la paix définitive du monde, pour la libération de tous les peuples, sans en excepter l'Allemagne elle-même, pour les droits des nations, grandes et petites, et pour le droit de tous les hommes à choisir leurs conditions et leur existence, de leur obédience. La démocratie doit être en sûreté dans le monde. La paix du monde doit être établie sur les fondements éprouvés de la liberté politique. Reprenons. La guerre est déclarée en Europe. Très rapidement, le jeu des alliances se met en place et embarque l'Europe dans une danse macabre. D'un côté, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. De l'autre, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les combats débutent promptement après l'attentat de Sarajevo. Les vieilles querelles franco-allemandes se réveillent et les canons commencent à gronder. Un fort élan patriotique attire un grand nombre de soldats sur le front. Persuadés que la guerre sera courte, une grande armée s'engage alors très rapidement. Mais le conflit s'enlise et devient d'une férocité et d'une mortalité absolument inédite. On passe à une guerre de position. Les armées s'enterrent dans des tranchées. C'est absolument du jamais vu. L'horreur bat des records dans tous les domaines. Des nouvelles armes sont utilisées. Par exemple, des gaz de guerre, de l'artillerie ou des zeppelins qui peuvent servir à la fois d'éclaireurs ou de bombardiers. De nombreux films vous permettent d'appréhender cette horreur de la Première Guerre mondiale. Si vous ne l'avez pas encore vu, le récemment oscarisé 1917 de Sam Mendes est un véritable chef-d'œuvre. L'Allemagne est soumise à un blocus allié. En guise de représailles, ce pays décide à son tour d'imposer un blocus aux forces alliées. Mais en réalité, l'Allemagne est vraiment inférieure sur le plan maritime à l'Angleterre. La bataille de l'Atlantique s'enclenche, mais nous avons le droit ici à une guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire que tous les navires commerciaux alliés ou neutres sont torpillés sous les armes allemandes. En réalité, c'est ce choix stratégique qui va définitivement changer le cours de l'histoire. En effet, un grand nombre de navires américains, neutres jusqu'à présent, vont tomber sous les torpilles allemandes. Le président doit prendre des mesures. Le discours est prononcé. Le pays entre en guerre. Nous sommes le 6 avril 1917. Un tournant idéologique s'enclenche alors. La neutralité n'est plus de mise. L'interventionnisme remplace l'isolationnisme. Terminée la politique de non-intervention extérieure, les États-Unis réunissent une armée qui se déploie progressivement en France. Des camps s'organisent à Nantes et à La Rochelle et des débarquements se font à Saint-Nazaire et à Boulogne-sur-Mer. L'aide sera logistique, humaine et humanitaire. Les soldats européens, quant à eux, sont épuisés, ils sont traumatisés par cette guerre et ces combats qui n'en finissent plus. Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918. 9 mois après la décision d'intervention, le président Wilson apporte ses fameux 14 points pour garantir, je cite, la paix dans le monde. Cela se veut comme une base pour aller vers un apaisement et régler le conflit. Il veut calmer les esprits et faire en sorte que le monde arrête de brûler. Ce que Wilson propose à l'Europe, c'est une diplomatie ouverte et pacifiste sur le monde. Retombe. Le 11 novembre 1918, 5h15, l'armistice est signé. L'Allemagne est déclarée vaincue. Après 4 années de conflit et presque 20 millions de morts, les combats cessent enfin. L'Europe entière est à genoux. Il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus d'argent, un nombre incalculable de blessés et un besoin urgent de relancer l'économie. Mais comment faire ?
Les États-Unis vont alors prêter énormément d'argent à l'Europe. Ceci va leur permettre de récupérer un certain nombre de dettes de guerre et d'augmenter leur stock d'or. Ce pays va endosser progressivement le rôle de banquier du monde, un rôle qui sera parfaitement assumé lors de la Seconde Guerre mondiale quelques années plus tard. Versailles, 28 juin 1919, signature du traité de Versailles et création de la SDN, la Société des Nations. C'est une société, une organisation qui se veut garante de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les pays. Une sorte d'ONU avant l'heure. Mais pour les Américains, c'est une désillusion totale. Leurs idéaux de démocratie, de diplomatie, de paix, de liberté ne sont pas partagés par les pays européens. Le Congrès rejette le traité et les États-Unis refusent d'intégrer la Société des Nations, la SDN. Déçus, les États-Unis se tournent peu à peu vers une nouvelle période d'isolationnisme. Merci à toutes, merci à tous de votre écoute. Je me répète, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire à nous poser n'importe quelle question, suggestion ou critique. Regardez bien attentivement dans la description de la vidéo, vous y trouverez tous les documents et les compléments d'information nécessaires. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cet objet d'étude sur les États-Unis et leur implication durant la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci. D'ici là, à bientôt dans le bunker et prenez soin de vous.